Bonjour Thomas, Salut Vincent. aujourd'hui on se retrouve pour faire ton interview. Alors c'est une série d'interviews, mais sauf que c'est pas une interview comme les autres en général, c'est ce que j'appelle une interview de discussion. L'objectif de cette interview, ça va être de parler de ton hypersensibilité et de la surdouance pour comprendre un petit peu comment tu as découvert, je dirais, ton potentiel et comment tu as réussi à transformer, je dirais, le charbon en or. Globalement, comment réussir à changer ce qu'on ressent pour ceux qui ne le connaissent pas réellement, qui ne l'identifient pas et qui en font un poids, plutôt une malédiction, comment en faire une bénédiction. Et je pense que tu as, je dirais, très très bien réussi dans ta vie pour justement canaliser ce potentiel et également le transmettre d'ailleurs à en faire des belles choses pour aider toutes les personnes autour de toi. Donc voilà l'objectif de cette interview. On va commencer tout doucement. Avant de raconter un petit peu ton histoire, comment ça s'est passé, juste pour que les gens te découvrent aujourd'hui, qui tu es, juste un petit peu ton âge, ce que tu fais dans la vie de tous les jours et ta ville où tu es pour qu'on puisse s'identifier un petit peu à toi. On t'écoute. Ok. Déjà, merci de me faire passer sur ce sujet, sur ta chaîne, sur ce podcast. Je sais pas où ça va être diffusé. Et merci à vous de m'écouter. Alors donc moi, je m'appelle Thomas Panisi, j'ai 35 ans. Je suis papa d'un garçon de 8 ans, de deux belles filles de 11 et 14. J'habite dans le Finistère Sud, près de Quimper, pour donner une grande ville, mais vraiment côté côte. Je suis au bord de la mer, dans un endroit magnifique de la France. Mon histoire, mon histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais ce que je fais dans mes activités, elles sont principalement axées sur le marketing relationnel. Donc je fais ça depuis 2014 en tant que réseauteur, en tant que formateur et accompagnant aussi. Voilà ce qui me caractérise dans les grandes lignes. Alors justement, on va en reparler un petit peu après, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui est intéressant dans justement ce que tu fais aujourd'hui et comment tu utilises ton potentiel à travers justement ton activité. Alors je dis pas justement ton travail, je dis plutôt ton activité parce que je préfère dire effectivement l'activité, surtout quand on est entrepreneur, on choisit ce qu'on fait et encore plus quand on découvre son potentiel et qu'on l'utilise à bon escient pour aider les personnes. J'ai envie de démarrer cette interview sur une question où on va aller dans le vif du sujet. Je voudrais que justement, la première des choses pour que toi qui regardes effectivement cette interview, ou peut-être d'ailleurs ce sera un podcast à venir si tu l'écoutes, ce podcast, qu'on s'identifie par rapport à nos difficultés. Nos premières difficultés qu'on a eues justement avec ce potentiel qu'on a eu à la naissance. J'aimerais que tu nous dises un petit peu quand tu étais plus jeune, dans ton enfance par exemple, que tu nous racontes un petit peu ton enfance par rapport au fait que est-ce que tu t'es senti différent des autres personnes et est-ce que justement tu as eu des conséquences. Qu'est-ce que tu te souviens justement de tout cela par rapport à je dirais, cette différence de ce potentiel-là? On t'écoute. Ok. Je dirais que le début de l'enfance, ça a été jusqu'au primaire, nickel. C'est à partir du collège, et je pense que à partir de ce moment-là où la psyché commence vraiment à se développer, où j'ai ressenti que un mal-être, comment dire ça, une incohérence avec le reste du monde, comme effectivement l'impression d'être un extraterrestre, où il y a des trucs qui, avec la plupart des gens, toi ça te semble couler de source, et puis pour les autres c'est chelou, et inversement, il y a des trucs qui, pour les autres, ce que toi te semble normal, c'est chelou, et faut arriver à jongler avec ça. Excuse-moi de te couper justement par rapport à cela. Je trouve que ce qui est intéressant dans ces interviews de discussion, c'est justement de donner des anecdotes. Parce que les anecdotes, c'est des choses concrètes sur lesquelles les personnes, toi qui écoutes, qui regardes effectivement cette vidéo, tu vas pouvoir peut-être s'identifier. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets de ce que tu as vécu à un moment donné, de te dire, waouh, là, il y a un truc qui va pas, j'ai vécu ça, les personnes ne me comprennent pas. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis, je dirais, qui t'a marqué par rapport au collège, ce que tu as vécu justement aux personnes autour? Euh, alors,
c'est plus, ça va plus être un exemple personnel. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être au fait que j'ai toujours vécu avec mon grand frère et puis du coup mon grand frère est parti à l'internat. Je me suis retrouvé un peu seul à la maison. Je me souviens très bien qu'en sixième, j'ai eu une phase en fait où je faisais, je pense avec le recul, c'était des crises d'angoisse. C'est arrivé 2-3 fois où carrément en fait je suffoquais, j'arrivais plus à respirer, il me fallait de l'air, je m'enfermais, j'étais oppressé par le trop de bruit en classe, etc. Et, et ça en fait, je me souviens très bien avec mes parents, notamment avec mon père, où il était complètement démuni, quoi. Il savait pas quoi faire, d'où ça venait. Non, ça va, tout va bien, calme-toi, etc. Ouais, ça m'a bien marqué cette histoire-là. Donc là, c'est plus relatif à l'hypersensibilité, où justement, tu ressentais beaucoup de bruit et qu'est-ce que tu n'arrivais pas à respirer. Alors, c'était quoi qui se passait à l'intérieur de toi, en fait? C'est quoi qu'est-ce que c'est que tu ressentais justement quand tu avais trop de bruit autour de toi? Comme un chaos interne où en fait déjà dans ta tête de base t'as trop de bruit. Alors quand tu te retrouves entouré de dans un environnement qui est déjà très bruyant, c'est pas simple à gérer. Faut apprendre à vivre avec ça. Et même encore aujourd'hui, hein, quand je me retrouve dans une pièce, genre c'est une soirée ou quoi que ce soit, ou je sais pas, une réunion, bref, peu importe, où il y a une dizaine de personnes, que nous, en tant qu'hypersensibles, on est capable d'écouter en même temps 3 à 4 conversations et, et on se retrouve à devoir mener une conversation, être à l'écoute de notre interlocuteur, mais notre cerveau, automatiquement, en fait, il écoute 3 à 4 conversations à côté en même temps. Et, et c'est assez troublant, c'est assez gênant parce que c'est le genre de choses que au bout d'un moment avec ton interlocuteur tu décroches et c'est pas simple à expliquer en fait parce que typiquement c'est pas le genre de choses qui arrivent. Et puis la personne en face de toi, si elle connaît pas ce trait de caractère chez toi, elle va avoir tendance à te dire mais t'es là, mais t'es pas là, tu m'écoutes pas, t'es perché. Donc, faut arriver à assumer ça aussi, à en parler librement autour de soi pour mieux être accepté. Pour mieux être accepté, mais déjà soi-même, en fait, être OK avec ça et pas le considérer comme un fardeau, quoi, tout simplement. Alors, j'ai une chose à dire par rapport à ça et tu me diras ce que tu en penses. En fait, si je comprends bien, au moment où tu entends beaucoup de bruits différents, ton attention, je dirais, est focalisée sur plusieurs choses en même temps. Du coup, tu te défocalises de ce qui est en soi normalement ton focus principal avec la personne. Et du coup, c'est pas évident d'expliquer à la personne que tu entends plusieurs choses à la fois parce qu'elle va penser que tu lui donnes pas d'attention à elle, mais que tu donnes de l'attention autour, alors que notre cerveau le fait naturellement sans qu'on lui demande. Par exemple, c'est assez marrant que tu dis ça. Moi, je vais aussi te dire une chose qui est assez marrante. C'est vrai que je l'ai accepté et pourtant, il n'y a pas tant de temps que ça. C'est que j'analyse énormément, tout le temps. Quand j'ai une personne en face, j'analyse tout, tous les détails, etc. Et il se passe que je rencontre effectivement, je suis toujours célibataire effectivement à mon âge. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir une famille comme toi, je te cache pas. Mais aujourd'hui, quand je rencontre une demoiselle et qu'elle me dit, oui, mais tu analyses trop. Et moi, je lui dis, en fait, non, c'est pas j'analyse trop. C'est-à-dire que je suis né comme ça, j'analyse plus que effectivement la moyenne en général des personnes. Ouais. Ce n'est pas une volonté personnelle pour te déstabiliser, je suis né comme ça, je ne le changerai pas. Je suis comme ça. Soit aujourd'hui, tu m'apprécies avec cela en comprenant que je n'ai pas une intention mauvaise d'analyse derrière parce que je veux tout comprendre, mais surtout, je suis né comme ça et j'essaie justement de faire travailler ma spontanéité pour contrebalancer. Mais ce qui est intéressant, c'est d'expliquer à la personne que c'est pas une intention négative de manque par rapport à la personne, mais plutôt que on est constitué comme ça et qu'on fait ce qu'on peut avec
pour pacifier, je dirais, nos échanges autour, enfin en essayant de pacifier nos échanges, en expliquant qu'on essaye de contrebalancer pour justement qu'il n'y ait pas une différence non plus qui fasse que la personne se sente mal à l'aise. Et c'est là où effectivement il y a une difficulté au moment où la personne se dit oui, mais il y a un malaise, tu m'écoutes pas plus, tu m'écoutes pas plus que les autres, alors que notre cerveau en fait écoute tout en même temps et qu'on peut pas, je dirais, séparer. Et une dernière chose que je dis par rapport à ça, et je suis sûr que tu vas dire la même chose, des fois on te dit oui mais tu penses trop. Et moi j'ai envie de dire mais c'est facile de plus penser, de prendre son temps à focaliser. Par contre c'est beaucoup plus difficile de ne pas penser, de ne pas écouter, de ne pas analyser. Et ça c'est toute la différence. Qu'est-ce que tu en penses de ça toi? Ouais, ce que j'en pense, c'est que dans toute situation, en fait, on peut sortir du cadre de l'hypersensibilité, du haut potentiel, de tout ce que tu veux. On donne les mots qu'on veut. C'est toujours plus facile de juger que de vivre le truc. Dans ce cas-là, en fait, nous, on a un fonctionnement tellement atypique que pour quelqu'un de normaux pensants, normal, sans que ce soit péjoratif, je pense autant toi comme moi et comme toi qui nous écoute, on se pense pas supérieur aux autres, en fait, comme tu l'as dit, on fait comme ça, on essaye de s'adapter avec ça, et on essaye de être spontané. Et arriver à rester concentré alors que naturellement nous sommes hyper informés en fait. J'aime bien ce terme, je sais plus, c'est que j'avais entendu ça. Plus que d'hypersensibilité, moi je parlerais d'hyper-information, d'hyper-informé, quoi. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que je l'ai pas dit au début effectivement de cette vidéo au début ou de ce podcast. C'est que je focalise effectivement essentiellement sur les personnes hypersensibles et au potentiel, mais après, comme je réfléchissais ce matin justement de reprendre d'ailleurs, parce que là on reprend cette série, parce que pour toi qui vas la voir en série où tu vois les autres interviews comme tu le souhaites, rapidement je veux dire, là ça fait 1 à 2 mois justement que j'en ai pas fait. Et ce que je me disais, c'est que en fait surtout les personnes que je vis, c'est les personnes qui sont dans l'extrême. Et comme tu viens de dire, en fait, il faut pas le prendre péjorativement les personnes normales, parce que justement, c'est nous qui devrons le prendre péjorativement dans le sens où on est anormal selon la norme. Alors que nous, la seule chose qu'on aimerait, c'est être justement cool et vivre comme tout le monde. Je pense que c'est l'une des choses qui t'a beaucoup touché, Thomas, dans l'interview que j'ai faite, justement, en parlant de l'hypersensibilité à la surdouance que j'avais fait, où justement on essaye de vivre simplement et que c'est pas évident, en tout cas au démarrage. Après, quand on apprend, j'irai à le travailler et qu'on en fait une bénédiction, c'est super, mais c'est très difficile, très compliqué et peu de personnes y arrivent. C'est d'où l'intérêt d'ailleurs de ces interviews, c'est d'aider les personnes à arriver à canaliser tout ce potentiel, je dirais cet extra potentiel, je dirais ce potentiel en plus qu'on a pour justement apprendre à le canaliser, le comprendre et le transformer. Donc je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et moi ce que j'ai envie de dire, c'est en fait on fait ce qu'on peut. C'est pas on s'éclate. Non, je dirais aussi on fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous a donné. On nous a donné aussi un trop-plein qu'on doit apprendre à canaliser pour apprendre à en faire des belles choses. Et c'est loin d'être positif comme beaucoup de personnes peuvent l'imaginer au démarrage quand on ne sait pas l'utiliser. C'est comme si tu portais quelque chose sur le dos, tu peux en faire, je sais pas moi, quelque chose où tu peux aller loin avec, ou tu peux en faire quelque chose de très lourd et tu restes sur place. Je dirais c'est ça qui est super intéressant, je dirais, à comprendre dans tout cela. Thomas, j'aimerais qu'on avance un petit peu justement au fil de ta vie et comment, je dirais, tu as commencé à ce que ce potentiel soit quelque chose qui t'a emmené une valeur ajoutée, je dirais par exemple pendant, je sais pas, ton adolescence. Où est-ce que justement tu avais des points forts qui ont forcément emmené des difficultés de l'autre côté, parce que quand on a des points forts, il y a des personnes qui nous regardent aussi différemment, il faut le dire aussi. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Les points forts, clairement, moi, ça a été sur la scolarité. Alors là, on n'est plus sur l'hypersensibilité, on est plus sur la douance, ou je sais pas comment appeler ça.
ouais, bon, moi clairement, l'école, c'était un plaisir d'y aller, quoi. Apprendre, apprendre, transmettre, ça a toujours été facile pour moi. À l'école, ça n'a jamais été un fardeau. Enfin, en tout cas, en tant que discipline d'ingurgiter des informations, au contraire, c'est plus un kiff qu'un fardeau, alors que ça l'est pour la majorité des gens. Donc ça a été une force. Euh, dans les interactions sociales. Aussi, c'est Avant une que tu grande force. continues, excuse-moi, je te coupe, j'aimerais encore que tu donnes des exemples, des anecdotes. Quand est-ce que tu dis que ça a été, je dirais, quelque chose que tu as adoré faire? Est-ce que tu peux nous donner, je dirais, une anecdote où tu as été en cours et puis tu étais là, waouh, moi je kiffe, je me sens bien, et justement que c'était quelque chose qui était un petit peu différent des personnes autour de toi et que tu t'es dit, oh là, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Comment ça se fait qu'eux, ils aiment pas et que moi, je me sens bien? Ouais, alors là, le premier truc qui me vient en tête, c'est genre, je sais plus si c'était en première ou en terminale. On avait un gros dossier à faire. Tu sais, t'as souvent un truc comme ça, vraiment le gros exposé qui dure pendant toute l'année, qui pour la majorité des gens, c'est relou, hein, parce que c'est beaucoup de travail, c'est un truc sur lequel tu bosses pendant des mois et puis tu as une note qui il y a des coefficients par rapport au bac, etc. Euh, ben, euh, Moi j'avais kiffé ça parce qu'en plus le sujet était libre. Je me souviens très bien, on avait choisi avec un pote le sujet du sida, de quelles sont les répercussions dans le monde, où en est l'avancée des recherches là-dessus. Et pour moi c'était un moyen de me connecter au monde entièrement, tu vois, de traiter d'un sujet qui n'est pas anodin. Je parle de ça, c'était il y a 20-25 ans en arrière, donc on voyait pas le sida comme on le voit aujourd'hui, hein. Limite, on voyait le sida il y a 15-20 ans en arrière comme on voit le Covid aujourd'hui, quoi. C'était un petit peu le fléau et comment on fait pour s'en sortir, etc. Ouais, et pour moi, c'était carrément du kiff d'aller creuser ce sujet en profondeur pendant des mois. Euh, Après, on avait une bonne note, mais à la rigueur, la bonne note, je m'en foutais, tu vois. C'était vraiment du kiff ouais, d'aller glaner de l'information et quelque part, tu vois, moi, tel que je l'ai ressenti, c'était être connecté à la réalité du monde, en fait. Quand souvent, tu as l'impression d'être déconnecté et d'être dans un monde à part, quoi. Et les personnes autour de toi, elles, toute l'année, c'était quelque chose qui les gavait, qu'elles en avaient marre, et toi, à côté, tu étais en train de sourire pendant que eux, à chaque fois, quoi, ils n'avaient pas forcément envie d'y aller, quoi. C'était ça les. Ouais, c'est ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que justement, ça me fait penser, quand j'étais en bac scientifique, c'était pareil, j'avais le TPE, travaux pratiques encadrés, je me rappelle quand c'était hier. Nous, on avait traité le sujet sur les tornades. Et je m'en souviens très bien parce on avait fait avec un ami. C'est assez difficile à dire parce qu'il est décédé un an après, cet ami. Mais en fait, on avait fait un sujet où il avait fait des jeux de mots croisés, où on avait créé des mots croisés carrément. Et c'était impressionnant parce qu'il y avait plein de créativité intérieure. Et je suis un petit peu comme toi justement dans l'idée où on s'ouvrait au monde plutôt que de rester à l'école. Je dirais un petit peu, on s'ouvrait dans le monde sur ce qui se passait, etc. On allait étudier les tornades aux États-Unis, etc. Tout ce qui commence à se former et tout. Et c'est nous qui allions faire nos propres recherches. Et c'est vrai que ça a été la même chose pour moi. Les personnes y allaient en tirant la tête. Et moi, j'y allais. J'étais super content d'aller créer des nouvelles choses avec ce travaux de pratique encadrée. Et effectivement, il y avait un coefficient qui mettait la pression aux personnes. Je pense que, en fait, on essaye de tirer parti, justement de cette, comment je peux dire ça, source de nouvelles informations et de cette transmission d'informations, comme tu le dis, et de laisser aussi notre créativité, je dirais, se développer, se déployer. Et je pense qu'on y tire parti. Par contre, est-ce qu'à l'inverse, justement, tu as eu des difficultés avec cette manière d'apprendre d'une façon quand même assez drastique et pragmatique, où on nous fait apprendre par cœur? Est-ce que tu avais tendance, justement, toi, à sortir des sentiers battus et à faire des hors-sujets, par exemple? Alors, ouais. Ouais, carrément. Je me souviens très bien d'ailleurs, j'avais un prof d'histoire géo qui était très cool, j'ai un bon souvenir de lui, qui m'avait dit une fois, et ça m'a marqué, c'est Thomas, tu es capable du meilleur comme du pire, où effectivement, des fois, selon si le sujet me parlait ou me parlait pas, ou je ne sais quoi,
j'étais capable d'être hyper performant. Je sais pas si performant c'est le mot, mais voilà, d'être vraiment dans le truc et de tout capter, que ça sorte facilement, ou alors d'être à l'ouest complet, et, de pas avoir envie. Et, ouais, les deux arrivaient. Il avait pas tort, hein. Dans le sens, t'es capable du meilleur comme du pire, quoi. En fait, globalement, tu étais dans les extrêmes, ça dépendait de la direction. C'est-à-dire que si ça allait dans la direction de ce que je dirais l'objectif qu'ils avaient fixé, c'était super. Si c'était pas la direction qu'ils avaient fixée, c'était horrible parce que tu emmenais les personnes dans un autre extrême qu'ils ne voulaient pas forcément emmener. À mon sens, enfin, c'est ce que je peux ressentir. Quand tu dis ça, c'est marrant parce que du coup, moi, j'ai 3 phrases qui trottent dans ma tête que je me rappellerai toujours et que ça rejoint ce que tu dis. Ma prof de philo qui m'a dit, Vincent, tu écris du petit chinois. J'avais pas compris ce que ça voulait dire à l'époque, mais je l'ai encore dans la tête, le petit chinois, parce que je faisais toujours du hors-sujet. C'était assez marrant. La deuxième chose, c'était ma prof de maths qui me disait, Vincent, pourquoi, quand tu peux aller droit au but, il faut que tu passes par tous les chemins, les zigzags pour en arriver là? T'as eu pareil, toi, ou quoi? Non, je l'ai pas eu, mais ça, c'est des choses que même encore aujourd'hui, tu vois, on me dit, quoi. C'est alors, je sais pas si c'est plus moi qui le dis ou si je l'ai entendu dire, ça se résume à pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple. C'est notre fonctionnement, quoi. Après, je pense que, je reviens sur le sujet de l'école, de la scolarité. Alors le par cœur, moi, ça m'a jamais vraiment gêné parce que c'était facile pour moi d'apprendre par cœur. Par contre, ce qui me gênait, c'était d'être capable d'emmagasiner des trucs, de le recracher facilement, parce qu'au final, c'est tout ce qu'on te demande. Mais par contre, de voir, et justement, c'est là qu'on fait la différence avec les autres personnes, et encore une fois, sans jugement, où je voyais pas mal de mes collègues, élèves, bref, qui étaient capables, eux, en se forçant, d'apprendre et de retransmettre, mais par contre, tu leur demandais d'expliquer ce qu'ils avaient appris par cœur, c'était à l'ouest complet, tu vois. Et c'est là où tu vois que l'éducation en tant que telle, en quoi c'est utile, en fait, d'apprendre des trucs par cœur, de savoir les redire, et si tu captes pas un seul mot de ce que tu as appris, hein. C'est intéressant que tu dis ça parce que justement, je voulais voir si on arrivait au même point que ce que je pensais. C'est exactement ça. Moi, ce que je pense, c'est justement d'apprendre sans conscience ou sans, je dirais, sens. Ouais. C'est totalement inutile. C'est-à-dire qu'on apprend quelque chose sans y mettre de sens, sans comprendre les notions de pourquoi on apprend ça. Et je dirais aussi une chose que tu viens de dire, c'est aussi de périmer l'information. On l'apprend, on la recrache. Et en fait, juste après, on l'oublie. C'est comme si c'était de la mémoire à court terme. Donc, au final, c'est comme si on testait, je dirais plutôt ta mémoire, plutôt que de tester la compréhension de ce que tu es en train de comprendre pour en construire quelque chose de plus grand dans l'avenir. Donc, finalement, c'est comme si on apprenait des informations qu'on mettait à la poubelle juste après. On les fait passer dans le cerveau pour les mettre à la poubelle juste après. Mais entre-temps, on les a mis sur un contrôle, un examen qui nous a dit qu'on était bon ou pas. Mais ce qu'on a étudié, c'est pas le sens de ce qu'on a compris, c'est simplement la capacité de mémoriser une information. Et c'est là que ça devient grave, parce que personne ne peut se réaliser s'ils ne mettent pas de sens dans ce qu'ils font, puisque nous, ce qu'on fait aujourd'hui, bon, on peut le dire en tant qu'entrepreneur, on essaye de mettre du sens dans ce qu'on fait. Le pourquoi est au centre de tout. C'est ce qui nous permet de nous créer. Et donc, finalement, il n'y a pas de pourquoi dans cette école. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ouais, ben, carrément. Et en fait, on parle de l'école là, mais moi, je le vois même avec les élèves que j'ai en accompagnement, où, alors moi, en accompagnement, c'est transformation atypique et authentique, tu vois, et c'est arriver à faire reconnaître aux gens qui ils sont viscéralement, intérieurement, et arriver à communiquer à partir de ça. Mais j'ai genre la moitié des élèves, ils n'arrivent pas en fait à faire ce travail-là, parce qu'ils sont tellement
habitué à rentrer dans un moule, rentrer dans un cadre qui a été formaté par l'école, justement, et à ne pas se révéler et oser être eux-mêmes, que, je sais pas, moi, ça me fait flipper, en fait. Et c'est en ce sens-là où, tu vois, pour moi, être hypersensible, être surdoué, appelle ça comme tu veux, c'est une force, en fait. Alors justement, j'essaie d'imager un petit peu ce qui est dit. C'est comme si on avait une pression extérieure pour être la personne qu'on doit être, et dans le sens où les personnes ont cette crainte, cette peur du regard de l'autre. Du coup, ils essayent de s'adapter par rapport à un environnement. Ouais. Et disons que quand on est hypersensible et surdoué, on a une créativité intérieure qui est hors norme. Et c'est comme si ça jaillissait autour de nous et qu'on ne pouvait pas le garder à l'intérieur. Et au bout d'un moment, ça va déteindre autour. Mais les personnes, on a deux possibilités. Et c'est là où justement ces interviews, j'aimerais vraiment qu'elles fassent la différence. Soit ça déteint et ça fait de l'ombre autour. Et après, on se fait un feedback sur nous en disant, non, en fait, l'ombre, c'est nous. Et après, on s'éteint. Soit on en jaillit des belles lumières, on comprend cela et on comprend comment on peut illuminer toutes les personnes autour. Mais c'est d'où cette créativité intérieure où on devient, comme tu l'as dit, authentique de l'intérieur. Et c'est cette puissance. Donc maintenant, allons un petit peu plus loin, justement, où comment tu as réussi, je dirais, déjà, quand est-ce que tu as commencé à identifier, je dirais, ta différence, mais à y mettre, je dirais, un petit peu des mots dessus? Aujourd'hui, d'après ce que justement cette interview, tu mets pas des mots très clairs dessus. D'ailleurs, avant de répondre à la première question, j'ai envie que tu répondes à celle-ci. Aujourd'hui, pourquoi tu ne mets pas des mots clairs dessus? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche de dire que effectivement, par exemple, tu es alors hypersensible, si ça tu l'as dit, mais par exemple surdoué. Qu'est-ce qui t'empêche de dire le mot surdoué? C'est intéressant parce que toutes les personnes qui vont écouter, peut-être qu'elles ont ce même ressenti et qu'elles n'osent pas utiliser ce mot. Qu'est-ce qu'elles ressentent quand il y a ce mot? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas, je pense que pour moi, c'est une connotation négative dans le sens où tu dis, si tu dis que t'es surdoué, c'est que tu renvoies à l'autre l'image de t'es supérieur, alors que moi, j'ai pas envie de me considérer comme supérieur. J'ai juste envie d'un monde en réseau où on partage, on échange et personne qui est supérieur à un autre, en fait. Chacun a ses qualités et ses défauts. Il y a des choses pour lesquelles je peux aider plein de personnes et il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin d'aide, quoi. Et ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai un souci avec le mot surdoué, quoi. J'ai envie justement de développer ce sujet-là un petit peu parce que je pense qu'il est vraiment très sensible. Et l'une des premières choses qui permettent à toutes les personnes d'identifier et d'accepter, je dirais, leur différence, c'est de comprendre cette différence et surtout de ne pas se blâmer par rapport à cette différence, mais de voir comment on peut la transmettre pacifiquement. Plus ça va et plus je fais des interviews et plus effectivement j'arrive à ajuster tout cela. En fait, l'idée c'est que la surdouance, c'est quoi la douance? Alors quand j'ai fait mes tests, moi il y a 2 ans et demi de cela, j'ai fait effectivement mes tests. Moi au niveau du quotient intellectuel, je suis à 140, 145, c'est à peu près 1% de la population. Mais en fait, ce qui est super intéressant, parce que justement, la thérapeute m'a expliqué ça. C'est une thérapeute professionnelle. Et quand tu comprends cela, après, tu désamorces un petit peu tous les rejets que tu peux avoir ou que tu penses que les personnes, je dirais, tu les rejettes. Première des choses, tu nais comme ça. Tu n'as pas décidé d'être différent des autres, tu es comme ça. Soit tu l'acceptes, soit tu te détruis. Et en fait, qu'est-ce que c'est la différence? C'est extrêmement simple et je l'expliquerai scientifiquement. Je dirais avec les neurosciences, justement, on a mis qu'on appelle ça des électrodes sur le cerveau d'une personne justement. Alors ils appellent ça scientifiquement normal pensante. Ça voudrait dire qu'on est anormal pensant. Alors la vérité c'est que c'est nous qui devrions nous sentir mal par rapport à cela. Eh bien effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand une personne normale pensante pense, par exemple, je prends ce ciseau. À ce ciseau, quand ils vont le voir, ils vont l'analyser d'une face. Et il y a une partie de leur cerveau qui va fonctionner. Un surdoué va l'analyser de cette phase, d'en haut, et de profil, de 3 phases différentes. Et le cerveau va fonctionner de 3 parties différentes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est juste que notre cerveau fonctionne, je dirais, plus
rapidement. Mais moi, j'ai envie de ramener quelque chose d'extrêmement important. Rapidement n'a jamais voulu dire dans la bonne direction. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, pas du tout. Parce que comme je dis souvent, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Et quand on va vite, on peut aussi aller vite dans le mur. Généralement, c'est là où on va dans le mur. Donc, faut pas du tout croire que c'est meilleur. C'est plus compliqué à gérer parce qu'on est, toujours en train de réfléchir rapidement. OK, parce qu'on a 3 parties de notre cerveau qui fonctionnent en même temps. Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que comme tu l'as si bien dit, on est comme tout le monde dans le sens où on a tous une surdouance. C'est quoi la surdouance que chaque personne est là, et je suis certain que c'est ce que tu fais passer à travers tes coachings, c'est simplement ce que la personne a fait pendant, plus de temps, cette activité qu'une autre dans sa vie parce qu'elle aime ça. Et là, elle est, surdouée par rapport à cette activité-là, parce qu'elle a passé plus de temps dedans, parce qu'elle aime ça. Comme dit Idriss Aberkan, une personne, qui est épanouie est une pépite pour l'humanité. Pourquoi tu es épanoui? Parce que tu fais les choses avec l'amour et parce que tu as pris du temps pour faire quelque chose que tu aimais, une activité. Donc, chacun est surdoué dans un domaine de sa vie sur lequel il a passé plus de temps. Nous, on est juste né avec cette surdouance où on va plus vite dans l'information. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est meilleure. Et ce qui ne veut pas dire qu'elle va forcément dans la bonne direction. Donc, on doit aussi gérer cela. Donc, il n'y a personne, entre guillemets, qui est au-dessus, en dessous. On est tous, avec nos capacités extra par rapport à nos activités qu'on aime. Et du coup, en fait, tout est remis au-dessus. Mais c'est vrai que le mot surdoué fait penser à sur-sous, qui est une question de conflit, alors qu'en fait, on est tous complémentaires avec tous nos, potentiels extra par rapport aux activités qu'on a fait dans notre vie et qu'on a aimé, qu'on a passé du temps et du coup qu'on a développé. On a tous des choses à s'apporter, comme tu l'as si bien dit. Toi aussi, tu as besoin des autres sur d'autres domaines où justement, toi, tu n'as pas une capacité hors norme sur ce domaine-là. Par contre, une autre personne qui a passé du temps a une capacité hors norme. Donc finalement, le terme surdoué, c'est juste la capacité de réfléchir plus vite, mais toi qui écoutes effectivement cette vidéo, tu as aussi peut-être la capacité, je sais pas moi, dans ton métier, si tu es comptable, tu as la capacité d'aller beaucoup plus vite sur la comptabilité que moi, ou certainement je dirais que Thomas, parce que tout simplement tu as passé du temps dessus. Point barre, ça va plus loin que ça. On a tous une capacité hors norme parce qu'on la développe. Mais effectivement, nous on est né avec celle-ci et on fait ce qu'on peut avec, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire, Thomas? Ouais, carrément, ça fait tout à fait du sens, cette notion de... alors déjà, j'aime beaucoup l'image de, à la place de voir les choses sur un seul angle, nous on les voit sur 3. Ça aussi, ça fait une grosse différence par rapport à l'école où on est sur de la normopensée, sur une seule direction, alors que nous on a naturellement une pensée en arborescence. Et effectivement, comme on te l'a dit, pour aller du point A au point B, nous on va avoir tendance à passer par le point D, le point Y pour revenir au point I et finalement atterrir par B. Mais ouais, après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est comme ça en fait, faut l'accepter quoi. Exactement. Comme tu as dit, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et il faut voir ce qu'on peut faire avec cela. C'est ça le plus important finalement. Ouais, c'est ça. Et puis c'est intéressant de partager avec d'autres personnes parce que, et encore une fois, je reviens sur cette notion de il n'y a pas de sur et il n'y a pas de sous. Le fait que nous, pour aller du point A au point B, on passe par 8 points avant d'y arriver, le fait de partager notre théorie et de pourquoi on est passé par là, ce qui explique que comme ça on arrive au point B, l'autre personne qui voit la chose très simplement, si elle est ouverte d'esprit, ça lui permet d'enrichir sa compréhension. Et pour nous, si on arrive à écouter la personne qui se prend pas la tête entre guillemets, c'est cool de se rappeler, de réapprendre au quotidien que ça peut être simple quoi. Et du coup, ça c'est quelque chose à muscler. J'ai plein de choses qui me sont passées par la tête au moment où tu viens de dire tout ça. Et du coup, je suis en train de zapper tout ce que je voulais dire. C'est assez marrant. La pensée en arborescence, comme tu dis. J'ai tout qui vient de me passer par la tête et tout qui vient de partir tellement qu'il y a plein d'infos. La pensée en arborescence, c'est un truc de folie, en fait, par rapport à cette capacité de voir, je dirais, plein de choses. Par exemple, il y a une chose où, je sais pas si ça t'arrive, mais c'est souvent que quand je suis en train de parler ou quand je suis dans une situation, à un instant T, je suis avec la personne en train de parler et là, c'est comme si je sortais de mon corps
et j'analyse toute la situation de manière objective en me regardant, en regardant la personne, en regardant la situation en général, si elle a déjà eu lieu, si elle n'a pas déjà eu lieu, si ça se répète, si on aborde les mêmes thèmes, est-ce que le comportement de la personne est la même que j'ai déjà eu avec une autre personne? Est-ce que finalement on perd notre temps à répéter une chose qui a déjà été faite? Et toutes ces questions, en l'instant, et ce qui est marrant, c'est que des fois, du coup, la personne te dit, mais t'es avec moi? Et là, elle me dit, et genre, mais à quoi tu penses? Et alors là, tu lui dis tout ce qui était passé par la tête et te regarde, mais ah ouais? Je fais, ben ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Toi, ça t'arrive? Ouais, carrément, ça sent le vécu, ouais. J'adore ces moments où en fait t'es en conversation, avec quelqu'un où il commence à t'expliquer une solution, il commence à t'expliquer enfin, t'expliquer, ou te raconter, c'est pas forcément expliquer, quelque chose. Justement, il veut aller du point A au point B, et en fait, nous, notre cerveau, il analyse tellement d'informations et tellement rapidement, comme tu l'as si bien dit, et je pense que ça va parler à tout le monde, que avant même en fait que la personne ait fini, on sait déjà où elle veut aller, ce qu'elle va nous demander, etc. Et comme tu l'as dit, nous on a déjà avec notre pensée en arborescence analysé les 18 données qu'il fallait pour répondre à sa question avant même qu'il ait fini de poser sa question, quoi. Et ça c'est un super don, en fait. Pourquoi se blâmer par rapport à ça? Mais il faut quand même le dire, parce que de toute façon, je pense que les 3/4 des personnes qui vont nous regarder, je dirais, ce sont des personnes qui nous ressemblent et il faut pas avoir peur. Mais c'est vrai que il faut le dire, ce qu'on nous ressent, il faut être honnête. On se fait chier. On se fait chier à attendre qu'il aille jusqu'au bout de sa réflexion et que du coup, voilà, en fait, on cherche la moindre petite chose qui va aller au-delà de ce que toi, tu imaginais en te disant, bon, j'espère que c'est quelque chose qui va être différent de ce que j'attendais pour apprendre une nouvelle chose. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui est pas simple à transmettre aux normaux pensants, c'est que pour nous, justement, cette capacité d'analyse, de donner son avis, de prendre des décisions selon 18 critères et 178 possibilités. On est un peu, le cerveau, c'est un ordinateur, en fait. Ben pour nous, c'est du kiff, en fait. C'est un sport cérébral que, pour la majorité des gens, c'est là aussi où généralement on se prend le truc, mais t'es pas normal, mais pourquoi tu penses à ça, etc. Mais en fait, laisse-moi tranquille, parce que moi j'aime ça, quoi. C'est ça. Et si tu prends le temps de m'écouter, tu t'enrichiras, quoi. Tu vois. Ce qui est assez marrant, alors dis-moi ce que tu en penses de ça, c'est que les personnes, des fois, vont te dire, il y a des petits blocages du coup dans cette discussion, c'est généralement, où en fait, les personnes pensent que tu as envie que ce que tu penses qui va se réalise. Par rapport, entre guillemets, ils pensent que ton ego a juste envie de te dire que tu as raison, de te dire ouais, j'ai raison, que tout ce qui va se passer n'a ni ana. Mais personnellement, en ce qui me concerne, j'aimerais que tu me dises justement toi aussi ce que tu en penses. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça se passe pas. C'est que ça se passe pas ce que j'ai prévu, parce que justement, comme je l'ai dit, en fait, on se fait chier à répéter quelque chose qu'on connaît déjà. Donc en fait, c'est pas marrant, c'est pas intéressant. Et nous, la seule chose qu'on veut, c'est apprendre de nouvelles choses pour justement nous faire changer notre perception des choses, pour pouvoir évoluer et progresser. Quand des personnes pensent qu'on est là pour l'ego, en train d'écraser, en disant non, ça va être comme ça, et puis voilà, non, j'ai juste envie de te dire, ok, voilà, ça c'est le process, ok, c'est bon, il est là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre justement où on peut aller plus loin, où on peut s'éclater? Et quand ils pensent qu'on est dans l'ego, alors que nous, on est dans le partage et je dirais la connaissance pour s'entraider les uns les autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ouais, mais grave. Grave, surtout en accompagnement. Enfin, je dis en accompagnement, mais de manière globale, hein, parce qu'après, même dans le cadre du marketing des réseaux, t'accompagnes des gens aussi, même après, je vois avec les enfants ou avec ma chérie. C'est assez... Ça peut être frustrant et faut vraiment faut vraiment s'habituer à vivre avec ça, où effectivement nous on a une capacité d'analyse qui nous permet entre guillemets de prédire l'avenir parce qu'on a une telle faculté d'analyse que en fait il y a des choses, on sait comment ça va se passer. Et que si la personne reste comme ça et qu'elle ne change rien, fatalement ça va arriver ça. Donc on sait rapidement de par nos facultés cognitives dire si tu veux changer ça et que
que ça se passe, ben, tu devrais faire ça, 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 ça. Et puis, des fois, tu te retrouves à 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, devoir répéter la même chose, quoi. Et ouais, je pense que pour nous hypersensibles surdoués, c'est pas quelque chose de simple à aborder, et faut apprendre à se tempérer par rapport à ça. Moi, je sais que parfois j'ai tendance à m'énerver par rapport à ça. Alors, m'énerver, je pète pas des plombs non plus, tu vois, mais être impatient, quoi, on va dire. Alors justement, j'ai envie de reprendre ce que tu viens de dire. Je sais pas si c'est Einstein, parce qu'ils disent que c'est Einstein, mais en fait, on sait pas si c'est Einstein qui disait ça, mais bon, c'est assez sympa que Einstein, je l'aime bien, alors j'ai bien envie de le dire. Mais ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si tu répètes quelque chose que tu as toujours fait, tu vas obtenir quelque chose que tu as toujours eu. Ou alors, il faut être fou de croire que si tu répètes quelque chose que tu as déjà fait, tu vas obtenir un résultat différent. Donc, fais quelque chose que tu n'as jamais fait et tu vas obtenir quelque chose de différent. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la différence pour justement créer quelque chose de nouveau. Et du coup, quand tu dis que en fait on peut prédire l'avenir, moi ce que j'ai envie de dire justement pour que les personnes se disent pas oh, on est devin, non, c'est pas une question qu'on est devin, c'est qu'en fait en tant qu'humain, on a des schémas répétitifs et je dirais il y a juste des choses où il faut accepter qu'on est similaire et qu'on répète des choses et jusqu'à temps d'ailleurs qu'on va changer notre perception. Mais il y a des schémas répétitifs. Et il y a justement énormément d'éléments que nous, on peut observer parce qu'effectivement, on va capter toutes ces informations et on va les faire tourner. Et là, à ce moment-là, on se dit, ouais, mais il y a un schéma répétitif qui est en train de se répéter. Et en fait, là, on va droit dans le mur. Donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, peut-être que justement, l'énervement, c'est quoi? C'est de te dire, t'es venu me voir pour aller au-dessus du mur, mais en fait, tu vas droit dans le mur et tu as juste envie d'y aller. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens me voir? Parce qu'en fait, globalement, tu veux juste aller dans le mur. Mais si tu es dans le mur, il y a d'autres personnes, elles vont faire très bien avec toi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, moi, je pense que je suis challengé par rapport à ça quand je suis payé justement à accompagner les gens, où ils me décrivent leur situation, ils me disent où ils veulent aller. Donc, j'arrive facilement à voir ce qui va, ce qui va pas, ce qu'ils devraient changer pour aller vers là où ils veulent aller, et qu'ils appliquent pas, quoi, en fait.